Eh bien, il est 14 heures. Eh bien, allons-y. Rebonjour à tous, Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine. J'anime ce cycle prévision planification cet après-midi qui s'ouvre avec un tandem attractif et voilà, votre nombre en témoigne, donc qui associe l'Occitane et Anaplan pour un témoignage dont je ne livrerai pas les clés mais je livrerai juste le titre: agilité et efficacité au service d'une supply chain retail durable. Il y a beaucoup de mots-clés qui suscitent visiblement l'intérêt. Messieurs, donc on accueille Josep Gonzalo Torrent, qui est directeur Supply Chain Group de l'Occitane, et Vincent Gonnet, qui est Global Account Manager chez Anaplan. Je vous laisse la scène et je reviendrai pour le coup pour animer la partie questions-réponses. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à noter deux petits points d'interrogation dans vos notes pour pouvoir poser vos questions à l'issue de leur présentation. Messieurs. Merci Maxime, bonjour à tous. Vincent Gonnet, donc effectivement je suis Global Account Manager chez Anaplan, et ravi d'être là. Et voilà, Josep Gonzalo, Supply Chain Director pour l'Occitane. Alors, si on a juste prévu un slide, hein, oui, mais sur Anaplan, j'aime jouer aux chiffres roulettes. Bon, ça paraît un peu ringard, mais si on devait commencer par les chiffres, allez, 3 chiffres, 1, 2000, 2000. Anaplan, c'est quoi? C'est 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. On est 2000 salariés dans le monde et on compte plus de 2000 clients sur les 5 continents. Et côté lettres, eh bien, en fait, on est, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais voilà, le leader de la planification. Donc, planification de quoi? De vos différentes activités. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, sans surprise, on va se parler de la supply chain avec Josep. Mais voilà, sachez qu'on est aussi en capacité de vous aider à planifier vos activités de finance, de HR, de sales, de marketing. Et tout ça, dans quel objectif? Vraiment vous aider à prendre les meilleures décisions et à orchestrer la performance de votre entreprise. Très bien. On va vous montrer un peu l'agenda de ce qu'on veut parler aujourd'hui. D'abord, on va parler du genesis de l'initiative, pourquoi on a pensé que c'était nécessaire d'aborder ces projets. Après, on va parler des use cases, donc qu'est-ce que c'est vraiment les use cases qu'on a voulu résoudre. Après, on va parler aussi de qu'est-ce qu'on a obtenu avec ces projets, d'un point de vue plus chiffré, qu'est-ce qui intéresse à la finance à la fin. Et après, on va vous parler aussi des outputs qu'on ne s'attendait pas à avoir et qu'on a eu grâce à ces projets. Voilà. On commence avec quelques chiffres sur l'Occitane. Donc, c'est plus de 2 milliards d'euros. Et on a autour de 1500 magasins dans le monde pour les groupes. La marque L'Occitane a 1300 magasins dans les 5 continents. Donc, quand on parle de genèse de l'initiative. Ouais, finalement, est-ce que tu peux nous dire comment tout ça a commencé? Oui. Donc, tout ça a commencé parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de systèmes, mais beaucoup de process au sein de l'Occitane étaient gérés sous Excel. Je pense que ça va vous parler aussi. Dans beaucoup d'entreprises, on a des systèmes, mais les systèmes n'arrivent pas à tuer toujours l'Excel. Et donc, on a cette blague-là qui explique un peu quel est le problème de l'Excel. C'est que chacun a une version de la réalité dans son ordi, dans un fichier qui n'est pas connecté aux autres, etc., etc., etc. Donc, c'est ce constat qui nous a poussé à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour tuer l'Excel à terme et que l'Excel soit qu'utilisé pour des analyses ponctuelles, mais pas pour supporter des process de base au sein de l'entreprise. Donc, on a ici un petit map de qu'est-ce que c'est la supply chain de l'Occitane. Donc, on est un producteur, donc on a des usines en Provence et on vend partout dans le monde. Donc, on déploie les stocks envers les filiales. Les filiales font un demand planning en définition de l'assortiment de chaque magasin et un replenishment de chaque magasin. Et après, bien sûr, on a les process retail au sein des magasins. On s'est rendu compte qu'il y avait
c'était partiellement digitalisé, ces process. Donc, tout ce qui était en centrale était déjà digitalisé, mais quand on arrive à la filiale, on se rend compte qu'il y a plein de process qui sont supportés que par Excel. Donc, on a bien un outil de demand planning, ce n'est pas ça le souci. Le problème, c'est que à l'intérieur, quand les filiales veulent planifier une promotion ou bien replanifier un magasin, ils n'avaient que le recours à l'Excel. Et donc, c'est ce constat qui nous a fait dire qu'il faut digitaliser les travaux en filiale. Et donc, les projets, on s'est dit que la première étape serait améliorer le store replenishment. Et donc, c'est ça les use cases principaux sur lesquels on va parler aujourd'hui. Alors, sachant qu'une chose qui était assez étonnante quand on a commencé le projet ensemble, c'est que finalement, vous avez beaucoup de vos données qui avaient un traitement manuel. Tout à fait. Dans les constats qu'on a fait, qu'on a un peu essayé de comprendre, on a fait un vie à vie avec les équipes de store replenishment, on a vu qu'ils passaient 60% de leur temps à extraire des fichiers de SAP, à mettre à jour les stocks, à mettre à jour leurs fichiers Excel, pour après travailler 25% de leur temps sur l'analyse. En soi, il y a un autre 25% de leur temps, 20% de leur temps à échanger avec les magasins. Donc finalement, une grande partie de leur temps était dédiée à un travail de faible valeur ajoutée, en gros, donc avec un gros potentiel de digitalisation. C'est ce constat qui nous a fait, c'est-à-dire on a besoin d'échanger. Et alors, si on revient un petit peu est-ce que tu veux nous parler du contexte et des challenges finalement que vous avez rencontrés sur ce use case spécifiquement de store replenishment? Oui, donc l'objectif qu'on avait, c'était en effet améliorer les process de store replenishment. Et donc, on a, comme je vous ai dit avant, on a 1300 magasins, plus d'1 milliard d'euros qui est fait en retail partout dans le monde, mais tout ça était fait sous Excel. Donc, les replenishments des magasins étaient gérés sous Excel. Un Excel amélioré qu'on avait défini centralement, mais ça restait de l'Excel. Donc, bien sûr, une petite erreur, ça représente un énorme impact. Et donc, bien sûr, des problèmes de master data, des erreurs dans des fichiers, etc., on en a toujours. Donc, forcément, l'impact était majeur. Donc, notre vision, c'était avoir un seul source of truth où toute la donnée était là. Donc, la master data produit, la master data magasin, toute l'info était disponible dans un seul endroit avec l'assortiment. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Et évidemment, la question qui nous brûle les lèvres, mon cher Joseph, c'est est-ce que Anaplan a répondu à vos attentes? Oui. Donc, on commence par vous expliquer un peu en quoi consistaient ces use cases. Donc, d'abord, on a travaillé la partie replenishment baseline, donc tout ce qui sont produits permanents qui sont toute l'année dans l'assortiment. Donc, pour expliquer un peu plus en détail en quoi consiste, on avait des inputs qui sont les données de vente, les forecasts et les budgets. Et après, on a la master data des magasins et des produits. Et aussi l'assortiment, donc la donnée d'assortiment qui est clé. Pour donner un exemple, quand je suis allé au Japon il y a 4 ans, j'ai posé la question s'ils avaient les fichiers d'assortiment, ils pourraient montrer l'assortiment par magasin. Et après 15 minutes, ils ont recherché, ils n'ont pas trouvé les fichiers. Ils ont compris que c'était quelqu'un qui était parti à l'Occident-Australie, qui avait importé avec elle les fichiers d'assortiment. Donc personne l'avait mis à jour en 4 mois. Donc ça montre un peu le niveau de maturité quand on laisse les choses se faire sous Excel, à chaque filiale faire à sa sauce. Et donc, ça aussi a été un déclencheur de dire on ne peut pas travailler comme ça. Il faut l'assortiment des magasins, c'est un sujet clé pour un retailer. Il faut que ce soit dans un système collecté, disponible pour tout le monde et toujours à jour. Donc, avec toutes ces data sources qui est disponible dans les systèmes, ou qui viennent d'autres systèmes, comme le cas de budget, après, on applique une méthode de calcul de weekly forecast. Donc, soit basé sur un benchmark de notre période, les sales forecasts qui viennent de notre système, ou une période référentielle similaire. Donc, par exemple, si Black Friday tombe un peu différent que l'année dernière, on peut prendre les données précises de la même période de l'année dernière pour benchmarker. Avec tout ça, on calcule les target stock. Donc, c'est le résultat de la visual merchandising plus safety stock plus la partie de cycle stock. Donc, ça nous fait un calcul des besoins du magasin. Après, ces besoins du magasin est passé par la moulinette d'un calcul qui nous dit
si tu arrives à presque un carton complet, pourquoi pas faire un carton complet? Si la demande de la semaine suivante sur ces magasins arriverait à un carton complet, on avance ses besoins de manière qu'on fait moins de pics à l'entrepôt. Ou on peut aussi gérer la charge de travail sur l'entrepôt. Si on voit qu'on s'approche de Black Friday et ça va faire une énorme charge de travail pour l'entrepôt, on peut balancer la charge entre différents envois pour balancer mieux la charge de l'entrepôt. Et la même chose pour les magasins. Il faut s'assurer qu'on n'envoie pas trop de stock au magasin. Nos magasins sont plutôt petits. Et il y a 7 ans, je suis allé dans un magasin de l'Occitane début décembre et j'ai vu des palettes qui traînaient au milieu du magasin. On n'avait pas la place pour les mettre. Les systèmes, en Excel, on n'était pas capable de contrôler quelle était la taille de l'envoi. Donc on s'est trouvé avec 2 palettes et on ne savait pas, les billets ne savaient pas où mettre tous ces stocks. Donc un des outputs de ce projet, c'est qu'on est capable de contrôler les volumes qu'on envoie au magasin et les volumes qu'on envoie aussi à l'entrepôt, de manière qu'on balance beaucoup mieux la charge. Et on a aussi un module de gestion de la pénurie. Donc quand un SKU commence à être en pénurie, on peut gérer les stocks de ces coûts vers les magasins de manière qu'on envoie un peu moins de stock à tous les magasins, mais on s'assure que tous les canaux de distribution vont encore avoir du stock. Et la dernière partie, bien sûr, c'est une fois tous ces calculs faits, on envoie un sales order à SAP qui déclenche bien sûr la préparation à l'entrepôt. Et on a aussi toutes les données de reporting nécessaires pour faire les calculs des KPI sur tableau. Après, le deuxième use case, dont je vous ai parlé de la partie standard, les produits permanents qui sont toute l'année sous les magasins. Après, il y a un autre type de typologie de produits, sur les produits one-shot, les produits qu'on peut faire pour Noël ou pour la fête des mères, etc. Donc, il y a les fonctionnements un peu différents et on voulait les partager avec vous. Donc déjà, on a une info de quelle est la campagne de l'année dernière et quelle date est là-haut. Donc comme ça, on a une info déjà des inputs de vente de l'année dernière. Et on a notre donnée de master data que c'est la date de début et de fin de la vitrine actuelle ainsi que son assortiment. Ça, c'est une donnée clé qui avant n'était pas dans nos systèmes. Le fait que le réapprovisionnement de promotionnel se faisait sur Excel faisait que l'info restait en Excel. Ça veut dire qu'à niveau analytique, les systèmes à l'Occident ne connaissaient pas les dates de début et de fin de chaque vitrine promotionnelle dans les marchés. Est-ce qu'il limitait beaucoup toute analyse future ou tout recours à l'AI? Qu'est-ce que tu vas demander à l'AI si tu ne sais pas que la vitrine a démarré à Hong Kong le 15 octobre et a duré jusqu'au 15 novembre? Et c'était sur une liste de produits. Donc, c'est l'élément clé. On n'arrivait pas à réussir à la capturer de la part des filiales parce que leur demander de les rentrer, ça ne les apportait aucune valeur. Avec cet outil, on les demande de rentrer cette info parce qu'ils en obtiennent une valeur. Ils gagnent du temps, etc. Donc, ça, seamlessly, ils commencent à travailler, à nous fournir de la data parce qu'ils en tirent un bénéfice. Donc, après, avec ça, on calcule le sales profile. Donc, la vitrine va durer 3 semaines et quelles seront les ventes un peu par jour en fonction d'un benchmark de la campagne de l'année dernière avec une possibilité de la overrider par produit ou par semaine. Et après, on a on divise les volumes total, on l'alloue par magasin en fonction du budget par magasin, de la performance sur cette gamme de chaque magasin, etc. Et après, la dernière partie, c'est on décide quel pourcentage de la vitrine on envoie au magasin d'un premier coup. Est-ce qu'on envoie 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines de stock? Ça, c'est aussi un énorme gain par rapport au passé, parce que dans le passé, on envoyait presque tout, parce qu'on n'était pas capable, c'était un gros calcul fait en Excel, on pouvait le faire une fois, et parfois une petite allocation en plus, mais pas majeure. Maintenant, on est capable de... le système recalcule les résultats de la vitrine au début et réalloue au magasin qui n'a plus besoin les stocks en fonction de la performance. Voilà. Alors finalement, pourquoi avoir fait le choix d'Anaplan et qu'est-ce que Anaplan vous a permis de faire? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision finalement sur cet outil Anaplan? Donc, Anaplan a répondu à nos expectations parce que c'est flexible et personnalisable. Ce qui fait que les filiales ont perçu qu'on pouvait répondre à leurs attentes.
dont beaucoup de systèmes sont très très avancés, mais ne répondent pas aux besoins d'un filiale comme les Taïwan, qui a une manière de travailler ses promotions culturellement très différente, et on ne peut pas changer ça. Il faut qu'on arrive à s'y adapter. Donc, les moments que l'outil ne s'adapte pas, il y a un rejet de la part de la filiale qui dit non, non, cet outil n'est pas pour moi. Et c'est un peu, notamment le cas qu'on a eu avec d'autres outils, qu'on a un peu de rejet de certaines filiales, surtout asiatiques, qui disent cet outil que vous avez inventé en Europe, ça ne sert pas pour nos besoins. Et donc, le fait de co-construire la solution avec la filiale, les principales filiales fait qu'il y a un buy-in instantané de la part des users. Donc, on n'a pas un des learnings les plus importants de ce projet, c'est qu'on n'a pas construit cette solution en centrale et on l'a déployée aux filiales. On l'a co-construit avec les filiales. Donc, on a leur buy-in depuis le début. Après, ça nous a permis de digitaliser des process. Donc, ce que je disais au début, pour moi, le succès de ce projet, c'était combien d'Excel on a réussi à tuer. Est-ce qu'il y a des process qui se passent en parallèle en dehors de l'outil? Et la réponse est que non. De plus en plus, on tue avec chaque sprint, on tue plus de process sur Excel parce que la solution est flexible. Donc finalement, on digitalise beaucoup plus les opérations en filiale. Et après aussi, on a changé les rôles entre l'IT et les métiers. À l'époque, c'est l'IT qui, dans beaucoup de systèmes, c'est l'IT qui développe et les métiers qui fait la demande et attendent de manière un peu passive. Dans ces cas, on a des modèles builders dans les métiers qui travaillent pour améliorer la solution au quotidien. On travaille en sprints avec les filiales, on décide sur quoi on veut travailler sur les prochains sprints et on avance graduellement. L'IT est toujours là, en partenaire pour nous assurer que l'architecture des données soit correcte, l'alimentation des nouvelles données soit là, mais pas au quotidien avec nous. Et ce qui fait aussi que les filiales se sentent beaucoup plus maîtres de leur destin parce qu'elles peuvent faire une demande d'une nouvelle fonctionnalité et très rapidement, on va être capable d'y répondre. La solution évolue au fil de l'eau. Et dernier, on pousse la collaboration au lieu des silos. Donc là, toutes les différentes équipes travaillent sur la même donnée. Donc, la master data, c'est un cas d'école. À l'époque, quelqu'un avait la master data produit dans leur fichier Excel. Si la master data produit changeait, ils ne se rendaient pas compte. La master data boutique, c'était la même chose. Il y avait un changement dans un magasin, ce n'était pas remis à jour leur Excel. Donc ça créait beaucoup d'erreurs. Maintenant, quand ils perçoivent une erreur en bout de chaîne, ils sont capables d'alerter la personne au début de la chaîne pour remettre à jour la data et s'assurer que toute la chaîne a la même donnée. Et vous avez réalisé un déploiement à l'international qui est très fort quand même, parce que vous êtes présent à peu près partout là aujourd'hui. Oui, donc en 2 ans, on est allé plus vite de ce qu'on s'attendait. Donc ça ne passe pas très souvent. Pour moi, il y a des critères de succès. Tout le monde s'apprécie à la fin du projet, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans certains projets, il y a des frictions, il y a beaucoup de difficultés entre les différentes équipes. Et on a réussi à avoir un projet smooth dans lequel les différents participants des différentes équipes ont toujours une bonne relation entre eux. Et ils ont envie de travailler ensemble. Et on a réussi à avancer encore plus le rollout de ce qu'on s'attendait. Actuellement, on a 82% de nos ventes retail monde qui sont supportées par cet outil. Et il nous reste certains pays comme le Brésil qui ont un peu plus de complexité technique par question légale, qu'on va adresser dans les prochains 6 à 9 mois. Alors, je comprends qu'Anaplan a bien répondu aux objectifs qualitatifs que vous étiez fixés, mais est-ce que vous avez mesuré des KPI qui montrent concrètement l'amélioration de ces performances? Oui, donc là, on rentre dans ce qui intéresse à la finance. Donc, pour eux, c'est est-ce qu'on a amélioré nos ventes? Donc, oui, entre guillemets, on a amélioré notre niveau de service. On partait déjà d'un niveau de service très élevé dans notre process existant en Excel. Donc, ce n'était pas un argument très fort de vente en interne, mais quand même, on a réussi à augmenter, dans la plupart des cas, gratter un peu plus notre niveau de service. Et ce qui intéresse le plus à la finance, c'est si on a réussi à faire ça avec moins de stock. Et la réponse est oui. Dans la plupart des cas, on a réduit notre niveau d'inventaire. L'amélioration encore n'est pas énorme, mais on est sur la phase de post-go live. L'année prochaine, on pourra encore aller plus loin sur les paramétrages et réduire encore plus les niveaux d'inventaire.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous avez mené aussi, c'est que vous avez même interrogé des key users finalement pour leur demander s'ils étaient satisfaits de la solution. Et vous avez eu des verbatims assez intéressantes que tu peux nous partager, je crois. Oui, donc ça c'était ce qui intéressait à la finance, c'était les KPI en dur, économiques, mais aussi on avait voulu nous assurer que les équipes store allocator et en magasin seraient plus contents. Donc on a fait une enquête au début, avant de démarrer le projet, sur leur niveau de satisfaction. Et les store allocators nous disaient que leur travail n'était pas agréable du tout, qu'ils passaient leur temps la tête sous l'Excel, etc. Et donc ils sont passés d'un 21% à 5% de satisfaction. Et on a ici un verbatim de ce qu'ils nous disent, c'est que leur travail est beaucoup plus agréable maintenant, qu'ils ont le temps pour se plonger sur améliorer l'efficience, c'est plus efficient, plus analytique, etc. Ça a aussi demandé une évolution. Donc, certaines personnes étaient capables de travailler très bien sur Excel, mais n'étaient pas très analytiques. Dans certaines filiales, on a eu de réajuster un peu les typologies des personnes qui travaillent, parce que ce n'est pas la même chose de faire un gros Excel que de faire une analyse plus poussée pour améliorer les paramètres. Donc certaines personnes ont évolué dans leur poste de travail, ont changé un peu les mindsets. L'autre partie qui était importante, c'était la satisfaction des BAs, donc les personnes, les store managers, etc. Et donc là aussi, on a perçu une amélioration nette de la satisfaction. Et les messages qu'ils nous ont donnés, c'était surprenant. Ils nous ont dit, on a moins de stock qu'avant, mais on a tout ce qu'il nous faut. Donc ça, c'était un message très fort. Qui a aussi, on a appris avec les premiers déploiements, la première semaine, les premières 2-3 semaines, les BAs en magasin étaient inquiets parce qu'ils ne recevaient pas beaucoup de stocks. Ils se disaient, qu'est-ce qui se passe? Cet outil ne marche pas, on ne reçoit pas de stocks. Et en fait, c'est parce que le système se rendait compte qu'ils avaient assez de stocks, donc ils envoyaient beaucoup moins. Donc on a appris de ça et au rollout successif, on a alerté les équipes Customer Service pour leur dire ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir beaucoup d'appels des BA des magasins disant c'est où mon stock, c'est un problème. Il faut garder la tentation de répondre en envoyant des stocks et regarder à chaque fois qu'ils vous font une demande les paramètres pour vous assurer que tout est correct et les expliquer pourquoi c'est correct. Et peu à peu, ils vont gagner la confiance sur l'outil. Là, Joseph, on a bien vu que Anaplan vous avez permis d'atteindre vos objectifs et qualitatifs et quantitatifs. Mais est-ce que toi, tu vois d'autres bénéfices, finalement, d'autres intérêts induits au projet? Oui, donc ça, c'est les objectifs qu'on s'était donnés au début, donc des objectifs financiers, de satisfaction des employés. Mais on avait d'autres bénéfices qu'on n'avait pas du tout prévus au début et ils sont arrivés et qui pour moi, c'est un gros valeur ajoutée. Donc, par exemple, c'est cette capacité à prévoir la charge de travail de l'entrepôt. Ce qui nous fait, c'est un argument aussi vis-à-vis de nos opérateurs logistiques. On est capable de leur donner une vision à une semaine, à 2 semaines, de quelle sera la charge de travail. Ce qui nous fait optimiser nos coûts à la fin. Donc, on peut voir un peu la courbe et on peut balancer la charge entre une journée et l'autre pour que l'entrepôt puisse mieux travailler. Donc, un autre avantage qu'on a pu développer, c'est le follow-up des commandes. Donc, tout le monde qui travaille sur des multitudes de systèmes connaît bien les problèmes que parfois une commande est perdue dans un système. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu entre les différents systèmes. Donc, souvent, c'est assez compliqué de comprendre où est-ce que la commande est tombée, etc. Donc, on a eu la possibilité de développer un cockpit qui nous permet de suivre le statut de la commande dans tout son cycle de vie, jusqu'à nous assurer qu'elle était bien préparée, envoyée au magasin et reçue en magasin. C'est un petit truc, mais qui aide énormément les équipes Customer Service en filiale à retrouver où sont leurs commandes et comprendre où il y a un problème. Donc, un autre avantage qu'on a pu développer, c'est la capacité à avoir des alertes. Quand les ventes dépassent un certain seuil sur des produits baseline, il peut nous alerter parfois. Ça nous arrive dans le monde de la cosmétique qu'il y a un influencer qui parle d'un produit et tout d'un coup, les ventes s'accélèrent. Avant, on n'avait aucune alerte jusqu'à ce qu'on tombait en out of stock parce que les paramètres étaient fixes. Là, les paramètres sont automatiquement changés et on a des alertes aussi qui nous disent tiens, ces produits un spike en vente. Et donc, très rapidement, on peut réagir. Et la même chose pour la partie promotionnelle. On a un cockpit qui nous permet de visualiser quelle est la performance de l'activité promotionnelle par magasin et quels sont les produits qui se vendent les mieux à chacun des magasins.
Dans un autre cas, autre solution qui nous a permis, cet outil nous a permis de résoudre, c'est la partie de store replenishment de Omnichannel. Donc, aux États-Unis, par exemple, on a l'outil Manhattan de OMS qui nous permet de gérer multiple store hubs. Ce qui nous permet, c'est qu'en ayant un seul entrepôt à New York, on a un lead time de 2 jours partout aux États-Unis et le Canada, grâce au fait qu'on a l'arrière-boutique de certains magasins qui fonctionnent comme store hub. Avant, on avait un problème pour réapprovisionner ces store hubs, parce qu'on avait d'un côté les ventes d'un client qui arrive à la boutique et de l'autre les prévisions web allouées à la région qu'il fallait réapprovisionner sur ces mêmes magasins. Donc, grâce à cet outil, on est capable de réapprovisionner les besoins retail normal plus les besoins web de la région pour assurer toujours ce 2 jours de lead time sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. Et on a d'autres solutions à venir, c'est pour ce qu'on veut travailler dans l'année à venir, c'est comment un plan peut nous proposer la réduction des pics unitaires. Donc, déjà, on optimise pas mal les pics unitaires, mais l'objectif, c'est que l'outil soit force de proposition pour dire, tiens, sur ce produit, tu n'es pas encore assez optimal, tu pourrais changer tes paramètres pour réduire les pics unitaires, les travail et les coûts en magasin, et aussi pour un souci de sustainability. Et aussi, on veut travailler sur la order frequency. Donc, quelle est la fréquence des commandes optimale par magasin pour réduire un peu l'impact environnemental. Et ce qui était intéressant aussi, Joseph, ce que tu nous as partagé comme bénéfice aussi induit, qui n'était pas le projet de départ, mais qui peut aussi intéresser les gens qui nous écoutent, c'est finalement la capacité qu'a offert Anaplan à vous aider à réduire l'empreinte CO2. Oui, donc on a travaillé avec OneHive, avec l'intégrateur avec lequel on a travaillé, sur leur modèle. Ils ont un modèle de calcul de CO2. Donc, on a un projet d'un nouveau entrepôt en Asie et l'objectif était de réduire de manière significative l'empreinte CO2. Et on a pu intégrer leur modèle dans notre outil Anaplan et faire des calculs d'optimisation de notre network design et voir l'impact à niveau de CO2. Donc, ça montre un peu la flexibilité que l'outil a. Ce n'était pas du tout une chose sur laquelle c'était pas à la base une des raisons pour prendre Anaplan comme solution, mais on est passé de store replenishment à un calcul de CO2 sur la même solution. Un autre use case qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le développement de l'estimation du potentiel de nouveaux produits. Donc, tout ce qui était l'estimation du potentiel de nouveaux produits était fait sous Excel jusqu'au moment que la SKU est entrée dans SAP et on a envoyé aux filiales pour avoir un forecast. Mais ça, c'était 1 an et demi après la conception du produit. Donc, tous les process qui étaient avant étaient faits sous Excel. Donc, en gros, si le directeur de la marque nous demandait quel est le pipeline d'innovation à 2 ans, il nous fallait mettre ensemble 20 fichiers Excel, essayer de calculer quel était le chiffre d'affaires associé à chaque nouveau produit qui serait lancé d'ici à 2 ans pour donner cette réponse. On s'est dit qu'on pouvait faire ça sur Anaplan. Et finalement, on a, avec 2 licences seulement, et bien sûr un model builder qui a travaillé pendant quelques mois, on a réussi à faire un calcul de l'innovation. Donc, on est capable de toutes les pipelines d'innovation, de l'avoir sur Anaplan, de manière qu'on peut visualiser toutes les innovations qu'on va faire sur les 2 années à venir et les sizer en termes de chiffre d'affaires. Ça nous a fait gagner aussi énormément de temps à toutes les équipes de demand planning en centrale. Voilà. Et c'est là que je dois te féliciter, 14h29. Donc ça laisse maintenant beaucoup de place aux questions, interrogations. On est tout oui, merci de votre attention. Merci messieurs. Je reviens dans le cadre pour cette séance de questions-réponses. J'espère vous êtes nombreux. J'imagine que ce témoignage a suscité quelques interrogations. Sinon, en tout cas, moi, je vais commencer. C'est vrai que vous avez notamment évoqué le lien qu'il y a entre la valeur que ça apporte en magasin,
mais aussi dans la liaison avec les entrepôts. Ça modifie les rythmes de commandes, les volumes de commandes. Est-ce que d'ailleurs, à un moment, on s'est posé la question de comment j'embarque aussi les équipes des entrepôts, parce que ça doit quand même modifier d'un point de vue opérationnel leur façon de travailler? Oui, ça nous a permis de leur donner une visibilité qu'avant ils n'avaient pas. Et donc, il y a des échanges réguliers chaque semaine, un call volume. On a toujours fait un call volume dans nos filiales avec les entrepôts, mais les taux d'erreur étaient incroyables. On les disait 100 et finalement c'était 130. Là, on s'approche beaucoup plus, on les dit 100 et c'est 105, 110, 103. Donc, la qualité de la donnée qu'on fournit est beaucoup plus élevée. Et donc, ils sont très reconnaissants de l'amélioration qu'on a fournie. Et aussi, peu à peu, on réduit les taux de pics unitaires, ce qui réduit beaucoup la charge de travail et finalement les coûts aux entrepôts. Très bien, je vous ai laissé une minute de répit pour réfléchir à vos questions. Mais sinon, moi, je me tourne vers vous pour interroger la façon dont le tandem s'est formé. Pourquoi le choix d'Anaplan sur ce tel sujet? Est-ce que c'est aussi parce que Anaplan a, et comme vous le disiez, a aussi une légitimité, une expertise dans d'autres fonctions de l'entreprise, notamment le volet finance? Et quelque part, à un moment, quand Joseph, vous avez traduit les KPI, vous parliez, voilà, c'est les KPI qui intéressent la finance. Est-ce à dire, vous nous disiez, d'un pays à l'autre, il y avait des modes de fonctionnement et la façon d'aborder l'approvisionnement et le réapprovisionnement qui étaient très différentes. Par contre, la question, le socle financier, tout le monde l'aborde un petit peu de la même façon. C'est quelque part ça. Il faut d'abord amener de la valeur d'un point de vue financier qui parle à tout le monde, et ensuite l'outil accompagne la façon dont on crée cette valeur. Oui, nous avons aussi évoqué vis-à-vis de la finance la réduction des destructions en magasin. Parce que forcément, sur les produits one-shot, parfois tu n'arrives pas à vendre ton produit et finalement ça finit par passer sa date d'usage attendue et donc il faut détruire. Donc ça a un coût énorme pour l'entreprise. On a évoqué qu'on destruirait beaucoup moins en magasin et qu'on réduirait la valeur d'inventaire. Et l'idée, il faut qu'on attende un peu pour la destruction parce que c'est un peu plus longtemps qu'on verra l'impact, mais quand on voit déjà la réduction d'inventaire, on est sûr qu'on va y arriver. Donc on a réussi à convaincre la finance que c'était les bons choix. Merci. On a une question ici. Quelqu'un arrive jusqu'à vous avec un micro. Bonjour. Vous avez évoqué qu'il y avait des process qui pouvaient être différents, par exemple entre Taïwan, entre certaines filiales et d'autres filiales. Quelle a été votre logique? C'était d'avoir un corps qui convenait à tout le monde, ou il y a des spécificités? Certains marchés ont accès à certaines spécificités et d'autres. Et donc de façon plus large, comment vous gérez pour l'avenir la gouvernance de la solution pour veiller qu'il n'y ait pas des dérives spécifiques? Oui, c'est une très bonne question. Parce que la gouvernance a été au début un sujet clé sur les projets. Il y a eu même des discrépances au sein de l'équipe. Certaines filiales voulaient avoir un rôle beaucoup plus marqué sur le développement de l'outil en ayant des modèles builders locaux. Et finalement, ils ont arrivé à la conclusion que ce n'était pas très utile parce que le temps nécessaire pour être un modèle builder, c'est conséquent. Et finalement, ça faisait du sens que ce soit en centrale qui les développements sont faits, mais ça ne veut pas dire que tout est centralisé. Donc les décisions sur ce qu'il faut développer dans l'outil sont prises de manière communautaire. Après, les modèles builders sont en centrale. Donc ça a pris un peu de temps, mais ça a été compris. Après, les sujets que vous évoquez aussi sur les besoins d'un core model, c'est très important. Donc, au sein du projet, il faut avoir des gens capables de challenger les filiales quand ils proposent une chose qui est inefficiente de base. Parfois, nous, on distingue énormément des besoins commerciaux qui, clairement, les cas que j'évoque de Taïwan, c'est les périodes de peak season durent 3 mois et c'est très particulier, c'est différent d'un magasin à l'autre. C'est comme ça marche les retail au Taïwan. Donc ça, on ne peut pas les changer. Par contre, si un filiale est un process ancien qu'il faut faire évoluer, nous, on les challenge et on ne les laisse pas réappliquer leur modèle inefficient
sur l'outil. Donc, c'est très important en effet d'avoir une équipe projet qui est capable de challenger les besoins des filiales pour s'assurer de ne pas répliquer des modèles anciens de travail. On a une autre question là-bas. Oui, bonjour. Pascal Six, Société Géotab, leader de la télématique des flottes. Je voulais savoir si vous pouvez nous parler aussi des aspects transport entre les lieux de production et les points de vente. Savoir si les produits L'Occitane en Provence sont sujets à la chaîne du froid et si vous avez utilisé des outils d'optimisation de tournée de manière à compléter la solution en place. Oui, en fait, nous avons des volumes trop petits dans les replénissements des magasins pour justifier des véhicules dédiés. Donc nous, on se base sur des paqueteries, donc au max c'est une palette qu'on envoie à chaque envoi. Donc on n'est jamais sur des transports dédiés envers les magasins. Et on n'utilise pas les froids, on utilise le transport normal. Nos produits n'ont pas besoin d'être à température contrôlée. Alors moi j'ai à nouveau une question côté Anaplan. Cette solution et l'utilisation d'Anaplan dans le cadre dans le cadre d'une planification de distribution plutôt sur une perspective retail, voilà le dernier lien entrepôt magasin, c'est une solution sur étagère et il faut l'acclimater là dans le cadre d'un déploiement international ou c'est un environnement plus ouvert que celui d'Anaplan que voilà la stricte mise en place. Hop, je charge ma solution et il n'y a plus qu'à. Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, ce qui ressort, et Joseph, tu l'as dit, et merci de l'avoir retranscrit, mais ce qui ressort quand même d'Anaplan, c'est que c'est une solution extrêmement flexible, agile, et donc qui permet vraiment de développer tous les use cases, ou en tout cas l'écrasante majorité d'entre eux, auxquels vous pouvez être confrontés. Donc, encore une fois, on se parle de la supply aujourd'hui avec ce use case de store and replenishment qu'on a mis en place avec l'Occitane en Provence. C'est vrai aussi sur du demand planning, sur du supply planning, du SNOP, et je vais mettre un petit point de suspension. Autre signe d'agilité, et c'est vraiment vous, demain, qui choisirez, compte tenu évidemment d'une phase un peu de discovery ensemble, pour être sûr que c'est la bonne approche, mais autre signe d'agilité, c'est qu'aujourd'hui, on part d'une page blanche qu'on appelle un peu dans notre jargon de « build from scratch », et on construit le modèle ensemble en prenant en compte, encore une fois, vos contraintes et vos besoins. Mais on a aussi sur étagère, Maxime, des applications qu'on a lancées et qui répondent également donc, à vos besoins. On peut penser à celles que je viens de citer, hein, de Demand Planning, SNOP, etc., Statistical Forecast. Et la beauté de ça, en deux mots, c'est ça embarque les bonnes pratiques du marché. Et deux, ça réduit extrêmement le temps d'implémentation. Et on sait qu'aujourd'hui, ça peut être un sujet chez bon nombre d'entre vous. Voilà, on peut être sur des projets à rallonge qui peuvent ou pas, ce n'est pas le cas de l'Occitane, mais voilà, déborder en termes de timing, de coûts, etc. Voilà, ça peut poser des contraintes. Eh ben, aujourd'hui, on lève cette contrainte en offrant, si vous voulez, un peu le meilleur des deux mondes, du build from scratch pour ceux à qui, vraiment pour qui cette méthodologie, ce process correspond, mais également des applications vraiment tout en un, sur étagère, et qui sont extrêmement efficaces en termes d'implémentation. Merci. Une question par ici. Le micro arrive vers vous. Bonjour, Stéphana Chassin, directrice de la communication de l'association AI Cargo. À l'heure de la décarbonation, je voulais savoir comment vous travaillez votre plan de transport, que ce soit sur les flux amont ou aval. Donc, nous avons mis en place aussi des calculs très poussés des émissions de CO2. Et parce que l'Occitane à la base, c'est une marque très proche de la nature. Donc, la sustainability fait partie de l'entreprise depuis 40 ans. Donc, logiquement, quand les sujets CO2 transport est mis plus en amont, mais plus en face, on a mis en place un calcul très poussé des émissions de CO2 par livraison partout dans le monde.
Et on a un reporting très poussé dans le tableau, ce qui nous permet de donner des objectifs très concrets à chaque filiale, à chaque key account, à chaque marché sur quelle est la réduction des émissions de CO2 qu'on s'attend. Et donc, notamment, on fait très peu d'aérien. Tout le monde dit qu'on en fait très peu. Nous, on en fait vraiment très peu. Mais ces très peu représentent 60% des émissions. Et donc, c'est là où on s'est dit, on a un plan pour réduire à zéro à 2030. Et on réduit chaque année de 30% nos émissions de CO2 liées à l'aérien. Donc, on est bien sur un objectif à moins de 55% à l'horizon 2030. Et chaque année, on s'y tient. Donc, on est assez convaincu que c'est la bonne solution. On a réussi même à rentrer la réduction des CO2 du transport dans les targets, dans les bonus des JM, des régions. Donc, ils sont vraiment engagés parce que la partie sustainability, c'est le premier élément qu'on a réussi à mesurer. C'est les émissions de CO2. Et lié à ça, on a donné des targets très précis. Merci. Peut-être une autre question. Moi, je suis intarissable, mais vous l'avez dit, il y a un enjeu, c'est de démontrer la valeur de la solution aux équipes en magasin pour qu'elles l'utilisent, parce que sinon, ça n'a pas lieu d'être. Est-ce qu'il y a aussi un degré d'automatisation de ces décision de réapprovisionnement, du passage des commandes et justement, est-ce que vous avez peut-être dans une deuxième phase une idée d'automatiser comme ça une partie de ce travail et de ce passage de commandes par les magasins? En fait, les process est déjà assez automatisé. Seulement, on laisse la possibilité de regarder les paramètres à chaque fois pour s'assurer que tout est sous contrôle. Mais le process peut être fait sans intervention humaine si besoin. C'est au choix on est dans une phase de convaincre les filiales sur la capacité de l'outil. Ils en sont convaincus. D'un peu à peu, ils laissent de plus en plus la main à l'outil pour travailler tout seul. On a même, pendant l'été, analysé la capacité d'utiliser l'AI pour nous aider dans certaines phases de ces process. Donc, on a fait un petit test et à l'avenir, on va, à fur et à mesure qu'on capture plus de données sur comment se fait les activités promotionnelles en magasin, utiliser l'AI pour nous aider sur le réapport des magasins. Merci. Je poursuis. Vous nous avez expliqué, il y a de la valeur de ce projet en magasin quelque part qui évolue, ça amène de la valeur au travail et aux tâches en entrepôt. Alors ça faisait pas partie des pistes supplémentaires de bénéfices que vous avez listées, mais est-ce que vous imaginez que voilà, cette fluidification sur la fin de la chaîne, ça pourrait même remonter, apporter de la valeur jusqu'au volet de production, puisque vous avez quand même un enjeu, c'est que vous n'êtes pas qu'un distributeur, vous êtes aussi un producteur et quelque part, voilà, fluidifier la chaîne à partir de décisions de réapprovisionnement qui sont justement dimensionnées et autres, est-ce que ça peut amener de la valeur jusqu'à ce volet production? Potentiellement, par contre, on a une supply chain très longue parce qu'on produit tout en France et on vend partout dans le monde. Et comme on ne veut pas faire de recours à l'aérien, on envoie tout en maritime. Et ce qui fait qu'on a un lead time entre la production et la vente qui peut atteindre 4-5 mois dans beaucoup de cas. Donc, les résultats de la promotion en Japon, on ne peut pas trop impacter la production short term parce que c'est trop tard. Donc, nos enjeux sustainability nous limitent aussi dans la réactivité de la chaîne, d'une certaine manière. Et plus globalement, tu vois, sur la valeur, ce qui est intéressant, c'est que, bon, comme tout éditeur de logiciels, on travaille dans nos collègues, notre environnement, on a des CSM, des Customer Success Managers, qui accompagnent donc nos clients sur toute la durée du projet. Et une de leurs missions, c'est justement d'aller chercher cette valeur. On fait des ateliers avec nos clients de value capture, value assurance, pour justement s'assurer que la valeur, entre guillemets, promise en amont du projet, eh bien, on la retrouve bien en aval. Et, ce qui a été montré ici en termes de gain de stock, on le retrouve sur beaucoup d'autres indicateurs clés.
Ok, juste en termes de calendrier, parce que vous avez témoigné du fait que ça se déploie plus vite que vous ne l'aviez prévu, ce qui n'est pas courant, mais ça a commencé quand? C'est vrai qu'au finish, le choix d'un appelant, et il y a une phase longue avant de commencer un déploiement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la décision, cette phase, et puis le temps de déploiement? Les plus longs a été, c'est décidé comment que la finance. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres entreprises ici présentes, mais ce processus de validation avec la finance, ça a pris plus de temps presque que les projets en soi. Après le développement de la solution, on a fait une solution from scratch, ça nous a pris 9 mois. Et on l'a fait ensemble avec l'Europe et les US en tant que co-constructeurs avec nous. Et donc, on a déployé rapidement les US et l'Europe. En un an, on avait déjà déployé les 2 premières filiales. Et après, tous les autres suivants, on les a fait dans les 12 mois suivants. Et là, il nous reste 6-9 mois pour déployer des petites filiales en Asie et le Brésil. Donc, autour de l'été prochain, on aura fini les déploiements. D'accord, sachant que le nombre de filiales, j'ai compris les 1300 magasins, mais le nombre de filiales, on est dans l'ordre de... Des filiales, parce que, par exemple, l'Europe, c'est une seule filiale. Donc, en incluant ça, on parle de 13-14 filiales. Merci. Merci beaucoup. Bon, il n'y a plus de questions. En tout cas, il y a toujours la possibilité d'aller en discuter. Alors, sur le site d'Anaplan, je fais glisser D39. Voilà. Et messieurs, merci pour ce témoignage intéressant. Et puis sur le spectre mondial de ce projet, de ce déploiement. Merci. Merci. Très bonne journée. Pour ma part, je reprends la parole pour vous dire